Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous webinaire offert en collaboration avec la Sun Life. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. On le savait, on le sait, la COVID-19 a des effets importants sur la santé mentale. Et avant de céder la parole à nos conférenciers, voici quelques données sur la santé mentale des travailleurs qui ont été recueillies par la Sun Life. Alors, près d'un Québécois sur deux, 47 affirment que sa santé mentale est affectée négativement par la COVID-19, selon un sondage réalisé par la Sun Life. C'est énorme. Et malgré cela, les entreprises et les dirigeants n'améliorent pas assez le soutien offert aux employés. Dans la RMR de Saguenay, seulement 12 affirment que leur employeur fournisse des prestations adéquates en santé mentale. C'est 21 pour toute la province. Nous sommes également très préoccupés par la santé mentale de nos dirigeants, de nos gestionnaires. La COVID-19 a eu un effet sur eux. Ceux-ci voient leurs heures de travail et leurs tâches augmenter en raison du manque de main-d'œuvre, par exemple, et bien souvent, aucun support n'existe pour eux. Un article dans le quotidien qui a été diffusé il y a quelques semaines à peine qui nous disait que le nombre de congés maladie a bondi dans plusieurs régions du Québec en 2020 et nous sommes l'une de celles où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est donc crucial que les entreprises mettent la santé mentale au cœur de leur stratégie d'affaires et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Avant de vous présenter notre premier conférencier, permettez-moi de remercier et de saluer les partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. Nos partenaires annuels, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Et cet événement est une présentation de la Sun Life avec qui ce fut un réel bonheur de travailler. Il est temps de vous présenter maintenant notre conférencier d'aujourd'hui, Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life Québec. Alors, vous allez le voir apparaître à l'écran. Bonjour, Robert. Bonjour. Robert, qui occupe le poste de président et chef de la direction de la Sun Life Québec, il s'affaire à poursuivre la croissance de l'entreprise au Québec, accroître son rayonnement dans la communauté. Et avant de devenir président en 2014, M. Dumas a bâti et mis en œuvre la stratégie d'affaires de l'entreprise au Québec, en plus de gérer les équipes des régimes collectifs de retraite et des garanties collectives. Expert reconnu dans le milieu de la retraite, M. Dumas s'est joint en 2012 à la Sun Life après une carrière de 28 ans chez Mercer Canada. Il a géré et développé le secteur de la retraite, du risque, des finances pour le Canada et l'Amérique latine en tant que membre principal du partenariat. M. Dumas possède une connaissance approfondie des besoins et des attentes des entreprises québécoises et de leurs clients qui s'appuient sur plus de 30 ans de pratique. Il a l'air tout jeune pourtant. En février 2018, M. Dumas a reçu la prestigieuse distinction personnalité financière de l'année dans le cadre du top 25 de l'industrie financière du journal Finance et Investment. Vous voyez, M. Dumas, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a tous un accent en anglais. Sandra, c'est finance et investissement pour vous rendre la vie plus facile. Ah, c'est parfait. On préfère ça, on préfère ça. M. Dumas détient un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval ainsi que les titres de fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. Et j'ajouterais que M. Dumas et Robert, comme il aime se faire appeler, est un leader très accessible et immensément gentil. Alors, merci, M. Dumas. Je vous laisse la parole, Robert, et merci d'être présent et merci de toute cette confiance envers la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. Alors, merci beaucoup, Sandra, pour ces bons mots. Alors, tout d'abord, je veux vous remercier de m'accorder cette magnifique tribune pour parler d'un enjeu de société, je pense, qui nous préoccupe beaucoup à la Sun Life, non seulement en tant qu'assureur, mais aussi en tant qu'employeur, tout comme vous. Alors, si la pandémie, c'est un tremblement de terre qui a secoué notre monde, on peut dire que son impact sur la santé mentale, c'est en quelque sorte le tsunami qui a suivi.
Et en effet, la pandémie est venue amplifier la crise de santé mentale, une crise qui gagnait déjà du terrain au Québec comme au Canada. Et chaque semaine, 500 000 employés s'absentent du travail dû à des problèmes psychologiques. Et au sommet de la liste, on voit l'anxiété, le stress, la dépression et les problèmes de dépendance. Alors, ces 500 personnes-là, il y en a des jeunes, il y en a des âgés, elles habitent dans tous les coins du pays, elles viennent de toutes les classes sociales et de toutes les cultures. Malheureusement, elles n'ont pas tous les mêmes outils pour affronter la tempête. À la Sun Life, on sonde régulièrement les Québécois et les Canadiens à propos de leur bien-être psychologique. Et en août dernier, 55 % d'entre eux nous disaient éprouver des problèmes de santé mentale. Personnellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est que le pourcentage, c'est le même qu'au plus fort de la crise en 2020. Alors, malgré les allégements des mesures sanitaires, malgré la vaccination de la population, malgré le retour des enfants à l'école, le niveau de détresse psychologique demeure toujours aussi élevé. Et pire encore, il y a plus de la moitié des employés qui sont en détresse qui disent ne recevoir aucun soutien médical. Alors, soit ils sont inconfortables de demander de l'aide, soit ils n'ont pas les moyens de l'aide. Alors, il faut que ça change. Les problèmes de santé mentale sont la principale cause d'invalidité au Canada. Ils représentent 35 % de nos demandes de règlement d'invalidité de longue durée, et ça, c'était en 2020, alors qu'ils étaient à 30 % en 2019. En fait, juste pour vous donner une idée, c'est plus que le double des demandes liées au cancer. Alors, non seulement la santé mentale, c'est la première cause d'invalidité, mais c'est aussi celle qui est en plus forte croissance. On parle de 27 % de croissance entre 2014 et 2019. Alors, il n'y a aucun doute, la santé psychologique des Québécois, comme celle des Canadiens, se détériore et malheureusement se détériore rapidement. À la Sun Life, en fait, on est aux premières loges parce qu'au Canada, on gère actuellement 60 000 cas d'invalidité. Et ces cas-là représentent près de 10 milliards de dollars en prestations aux clients. Et on gère aussi 65 millions de demandes de réclamation pour des médicaments et 13 % de ces demandes-là concernent le traitement de la dépression et des troubles mentaux et du stress. Or, la conclusion, c'est que si les entreprises ne mettent pas la santé mentale au cœur de leur stratégie d'affaires, on va tous faire face à un mur. Comme employeur, par contre, on a une occasion de prioriser la santé mentale dans notre stratégie de retour au bureau. Alors, il y a de plus en plus d'employeurs et de télétravailleurs là, qui envisagent le retour physique sur les lieux de travail, et ça devrait être dans les prochains mois. Alors, ce retour au bureau-là va amener son lot de défis pour plusieurs employés. Alors, les travailleurs qui reviennent ont été à la maison depuis plusieurs mois, entre autres parce qu'ils étaient en télétravail, en congé d'emploi ou malheureusement mis à pied. Alors, on peut s'attendre à ce que cette transition-là de retour au bureau augmente la tension mentale des Québécois. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement au Québec, aucune entreprise ne peut se permettre de perdre des travailleurs pour quelle que soit la raison, mais surtout pour des raisons de santé mentale. Or, les secteurs de la construction et de la santé, où il y a 25 000 emplois vacants, sont particulièrement touchés. On lit les journaux à tous les jours et on le voit. Et le problème, c'est complexe, mais ça s'explique en bonne partie par le vieillissement de la population. Alors, par exemple, d'ici 2023, il va y avoir 600 000 départs à la retraite et la création de 150 000 emplois. Alors, le manque à gagner est impressionnant. Et notre plus récent sondage indique qu'un Québécois sur 10 a quitté son emploi en raison d'un manque de soutien en santé mentale. On voit à quel point on ne peut pas ignorer l'enjeu. Et dans la tranche des 18-34 ans, c'est un travailleur sur 5 qui a quitté son emploi pour les mêmes raisons. Et ça, c'est vraiment préoccupant. En fait, un petit exemple, la semaine dernière, tous les samedis matins, je vais au marché local et j'arrête toujours
à la même place, à la fromagerie, et le propriétaire est un bon ami. Il est venu me voir, une fromagerie, une toute petite fromagerie qui a à peu près une dizaine d'employés avec plusieurs à temps partiel. Il me disait qu'il avait décidé de mettre en place un programme d'assurance collective dans son entreprise parce qu'il n'avait plus le choix, c'est ce qu'il devait faire pour garder ses employés. Alors, depuis 1 mois, les employés, il a vu une différence, aucun départ, et en fait, il reçoit des gens qui veulent se joindre à eux depuis. Or, si les entreprises ne font pas de la santé mentale en particulier, une priorité, elles vont perdre des employés au profit des entreprises, justement, qui sont plus flexibles, plus conciliantes et plus compréhensives. Pour les entreprises qui peinent déjà à trouver des employés, il faut imaginer que l'absentéisme va engendrer des départs en invalidité. Ça va être un vrai casse-tête. Alors, la santé et le mieux-être des employés devra devenir une priorité stratégique pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises du Québec. Une autre statistique inquiétante, c'est qu'un Québécois sur 4 dit ne recevoir aucun soutien en santé mentale de son employeur. Ça, c'est pour le Québec. Et chez les petites et moyennes entreprises de moins de 50 employés, ça grimpe à près de 1 employé sur 2, 43%. Et plusieurs employés disent avoir honte de parler de leur détresse psychologique au travail. En fait, il y a plus du tiers des travailleurs canadiens qui ne se sentent pas en sécurité pour parler de leur état mental au travail. Soit qu'ils jugent que le sujet est trop personnel, soit qu'ils doutent que leurs employeurs ou leur employeur agira de manière adéquate s'ils parlent de leur détresse psychologique. Et c'est tout aussi vrai quand on regarde les gestionnaires. En fait, environ le tiers des gestionnaires ne se sentent pas à l'aise d'avoir ce type de conversation avec leurs employés. Alors, ils ne sont pas bien équipés pour soutenir et diriger l'employé vers les bonnes ressources. En fait, heureusement, il y a une prise de conscience qui s'accélère actuellement, et en particulier dans le milieu des affaires. Et le fait qu'on soit si nombreux aujourd'hui à en discuter ce midi le démontre très bien. Alors maintenant, en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi en tant que dirigeant? Alors moi, je dis qu'il faut premièrement investir et deuxièmement, s'investir. Il faut définir une stratégie en santé mentale et investir dans des programmes de soutien en milieu de travail. Alors, plutôt que de voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. Alors, il y a la firme Deloitte qui a fait une analyse qui démontre que pour chaque dollar investi, on obtient un rendement annuel de 1,62 $ dans les 3 premières années et de 2,18 $ par la suite. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire investir en santé mentale? Bien, on sait tous qu'une organisation est performante grâce aux gens qui la composent. Si c'est le cas, elle le sera encore plus si les employés sont en bonne santé mentale. Alors, investir dans le bien-être des employés, c'est offrir des solutions concrètes pour prévenir les problèmes de santé mentale. Par exemple, sonder régulièrement les employés sur comment ils se sentent, sur leur état psychologique. L'écoute des employés ici, c'est la clé. C'est ce qui va permettre d'identifier et de répondre aux lacunes en matière de santé mentale. Première chose. Deuxième chose, offrir une formation pour les gestionnaires. La formation permet d'aider les gestionnaires à reconnaître les signes, à avoir une aisance et un confort avec le sujet, à amorcer la conversation et finalement à orienter les employés vers l'aide disponible. Et troisièmement, communiquer clairement ce qui est attendu et demander comment ça va. Pas comment ça va, comment ça a été la semaine dernière. Comment vas-tu vraiment? Faire preuve d'empathie, de se mettre dans les souliers de nos employés pour créer un environnement sain pour la discussion. À la Sun Life, le mieux-être de nos employés a toujours été une priorité et ça a pris encore plus d'importance depuis le début de la pandémie. Alors, quelques exemples de ce qu'on a fait. On a doublé le nombre de journées de contraintes personnelles de 5 à 10. Et ça, on ne voit pas ça uniquement comme une récompense. En fait, on ne voit pas ça comme une récompense. On le voit comme un investissement dans la productivité. Tout récemment, on a lancé aussi un coach ou un concierge numérique personnalisé pour aider nos employés
et nos clients dans leur parcours en santé mentale. Alors, les employés sont invités à faire leur autodiagnostic. Alors, moi, je l'ai fait il y a un mois, ça prend à peu près une quinzaine de minutes. Ensuite, on prend rendez-vous avec un coach qui est un professionnel en santé mentale et le coach guide les employés vers les ressources les mieux adaptées à leurs besoins. Un autre exemple, pour permettre un meilleur équilibre de travail, on a instauré des midis et des vendredis après-midi tranquilles. Alors, ce ne sont pas des périodes de vacances, c'est des après-midi ou des périodes libres de rencontres ou de réunions. Alors, c'est une mesure qui est très peu coûteuse et qui a eu un effet très positif sur la santé psychologique de nos employés. Ils nous l'ont dit à travers nos sondages. La Sun Life offre aussi des solutions accessibles aux grandes entreprises, mais aussi aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs. On a créé une trousse d'outils en santé mentale et cette trousse-là est adaptée à toutes les tailles d'organisation, qu'elles soient petites ou grandes. Alors, on a voulu guider les entreprises dans différentes étapes d'implantation d'une stratégie en santé mentale quand on pense de l'établissement des objectifs et des priorités jusqu'à l'évaluation en passant par le plan d'action. Et c'est une trousse qui est conçue à l'intention d'employeurs comme nous tous. Elle est accessible sur le site de la Sun Life, mais aussi sur la nouvelle plateforme Pratique RH lancée récemment par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Or, bien que la trousse soit gratuite et facilement accessible, l'implantation d'une stratégie en santé mentale, c'est possible seulement s'il y a une volonté forte des dirigeants à faire du mieux-être des employés une priorité. C'est certain qu'on a besoin de programmes, de mesures RH, mais on a surtout besoin de leadership au sommet. Alors, ce que je vous disais plus tôt, il faut y investir, mais il faut aussi s'investir. Et comme gestionnaire, il faut examiner nos programmes, mais surtout nos comportements. On doit montrer l'exemple. Alors, il y a des recherches récentes qui ont démontré que les dirigeants qui partageaient ouvertement leur expérience, à la fois positive comme négative, étaient en fait les plus efficaces quand venait le temps de former des équipes résilientes et performantes. Malheureusement, on croit encore, à tort, qu'exprimer des émotions négatives, c'est un signe de faiblesse. Mais au contraire, partager nos vulnérabilités encourage les autres à s'ouvrir sur leurs propres émotions négatives et à surmonter leurs difficultés. On n'a qu'à penser aux sportifs très connus qui, récemment, ont pris des pauses pour s'occuper de leur santé mentale. Ça a eu un impact sur plusieurs autres individus. Un autre exemple, dans un sommet récent pour des dirigeants d'entreprise qui avait été organisé par le Centre de toxicomanie et de santé mentale, on a eu le témoignage d'un dirigeant qui a partagé avec ses équipes qu'il vivait avec la maladie mentale depuis sa jeune enfance. Alors, au-delà de la surprise de tous ses collègues, dans les jours qui ont suivi son témoignage, les employés de son entreprise ont utilisé 10 fois plus les ressources de soutien en santé mentale. Alors, ça démontre l'impact qu'on peut avoir sur les gens qui nous entourent. Ça démontre bien que les leaders les plus efficaces sont ceux qui ne mettent pas leurs émotions sous le tapis. Ce sont plutôt ceux qui reconnaissent ouvertement et honnêtement les défis auxquels ils sont confrontés et ils invitent leurs employés à faire la même chose. Alors, ce que je vous encourage à faire également, c'est de s'engager à améliorer nos pratiques en santé mentale et à bâtir des collectivités saines et durables. Et je dois dire que le Québec a souvent été un précurseur en tout ce qui a trait aux mesures d'aide sociale. On peut penser à l'assurance médicaments, aux congés parentaux, aux garderies subventionnées. On doit être tout aussi innovateur en matière de santé mentale. Alors, les gouvernements, les professionnels de la santé, les PME, les assureurs, on a tous un rôle à jouer, un rôle clé à jouer dans la quête de cette solution-là. Et nous, les entreprises du Québec, on peut en faire plus. Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de voir qu'il y a une prise de conscience qui s'amorce au sein des milieux d'affaires. Alors maintenant, c'est à nous tous de passer à l'action et de montrer l'exemple. Merci.
Alors, merci, M. Robert. Alors, est-ce que Claude, tu pourrais m'ouvrir ma caméra parce que je n'ai pas l'option de l'ouvrir. Oui, l'option, c'est toi qui le... Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, s'engager à améliorer nos pratiques en santé mentale, effectivement, c'est un bon départ, puis une prise de conscience très importante. Merci pour ce premier bloc, je dirais, de cet événement, parce qu'il se fera en 3 blocs. Donc, la présentation de Robert. Ensuite, nous aurons une deuxième présentation de Marie-Chantal Côté que je vous présente à l'instant. Et par la suite, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. Nos partenaires, ils sont là pour vous aujourd'hui et vous pouvez leur poser vos questions. Alors, merci, M. Dumas. Et je vous présente maintenant celle qui se joint à nous pour ce panel, pour le panel aussi de discussion. Il s'agit de Marie-Chantal Côté, vice-présidente développement de marché garantie collective Sun Life. Marie-Chantal Côté occupe le poste de vice-présidente au développement de marché du groupe garantie collective de la Sun Life. À ce titre, elle pilote les équipes responsables de la conception de produits et de solutions, des garanties de remboursement des frais médicaux et de l'innovation, de la gestion santé intégrée, du marketing et des communications et de l'expérience client. Elle a de longues semaines, elle travaille fort. Depuis plus de 10 ans, Marie-Chantal a développé une forte expertise en gestion de technologies de l'information appliquée à l'univers des garanties collectives. Et Marie-Chantal a grandement aidé la Sun Life à répondre aux besoins des clients par diverses innovations, et je vous les nomme: les soins virtuels Lumino Santé qui facilitent l'accès aux soins de santé, le programme de médicaments de référence qui réduit les coûts liés aux demandes de remboursement de frais de médicaments, et la trousse d'outils pour la santé mentale qui permet d'améliorer la santé mentale au travail. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné, Robert, c'est cette trousse que nous allons vous partager au cours de l'après-midi. Alors, vous allez recevoir le lien pour pouvoir utiliser cette trousse. Marie-Chantal est titulaire d'un double diplôme de MBA de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université Paris-Dauphine. Marie-Chantal est membre de quelques conseils d'administration, dont Fondation Jeunes en tête. Alors, Marie-Pascale Côté, merci d'être présente aujourd'hui, de se joindre à Robert. Et vous allez maintenant participer au panel de discussion. Est-ce que, Marie-Chantal, tu souhaitais dire un petit mot avant de commencer cette période de questions? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Sandra, puis merci beaucoup à tout le monde. Je pense que c'est vraiment très intéressant et très important de voir un groupe comme ça qui passe 1h15 à l'heure du lunch pour parler de santé mentale. Ça montre vraiment l'importance du sujet, mais aussi la normalisation qui se produit présentement, qu'on s'assoit ensemble et qu'on en jase de façon très transparente et très honnête. Donc, merci encore pour l'invitation et merci à tous et toutes. Et merci Marie-Chantal et Robert. Et vous êtes en compétition ce midi avec François Legault, hein? Alors, il offre une conférence de presse en direct. Alors, on est avec vous et on est content de l'être. Alors, ma première question, justement, s'adresserait à toi, Marie-Chantal. On constate, et Robert l'a dit, qu'on a tous un rôle à jouer comme employeur, comme dirigeant, pour bâtir des environnements de travail qui sont sains, sécuritaires pour les Québécois. À ton avis, quel est le rôle que peut jouer la technologie? Parce que ça a beaucoup évolué. On a vu l'innovation sur laquelle tu as travaillé. Alors, la technologie, est-ce qu'elle peut jouer un rôle et comment ça peut aider en matière de santé mentale? Oui, c'est une excellente question et c'est très intéressant. Je dirais sur plusieurs fronts, elle peut jouer. Pour commencer, ça peut jouer sur le front de l'accès. Je pense que quand on parle de santé mentale, les ressources sont quand même encore limitées à travers la province.
des fois plus limitée dans certaines parties du Québec par rapport à la disponibilité. Donc, premièrement, les ressources numériques permettent un plus grand accès. Ça veut dire qu'à travers la province, on peut avoir accès à toutes sortes de solutions qui nous permettent de consulter, qui nous permettent d'avoir accès à des plans de traitement, etc. Il y a aussi tout un aspect de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que quand on parle de santé mentale, ça survient, nos besoins, pas toujours d'une façon très programmée à telle heure, à tel rendez-vous. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, puis il y en a vraiment qui sont disponibles pour des problèmes plus aigus, des besoins à toutes les heures de la journée, de la nuit, peu importe où on se situe. Puis troisièmement, on l'a vu dans les recherches que il y a une des raisons pourquoi, les 3 raisons principales pourquoi les gens n'utilisent pas nécessairement les outils. Une de ces raisons importantes-là, c'est parce qu'on est un peu timide, un peu gêné, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui parler, etc. On a vu que les outils numériques aident beaucoup avec ça. On commence le triage avec un outil numérique, ça nous guide, etc. Puis si on veut ou non, on parle à quelqu'un ou non à travers notre téléphone intelligent. Donc, pour les gens un peu plus timides qui ont besoin d'un petit peu de support, etc., c'est un nouveau canal pour avoir du soutien. Donc, 3 aspects. Puis si je vous donne quelques exemples, par exemple, on parlait tout à l'heure de la plateforme numérique Lumino Santé. Ça, c'est quelque chose qui est disponible avec notre partenaire Dialogue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis quand on a besoin, on pèse sur un bouton, on fait un triage avec l'outil, puis on parle ensuite avec un médecin, une infirmière ou un infirmier, un spécialiste en santé mentale. Et quand on regarde toutes les utilisations qu'on a eues de ce service-là depuis qu'on l'a mis en place, la raison numéro 2, c'est la santé mentale. Donc, les gens utilisent ce service-là pour des besoins, puis on le voit qu'ils l'utilisent, etc. Il y a aussi, par exemple, Ella, qui est notre coach numérique, qui peut diriger les personnes aux solutions selon leurs besoins, etc. Donc, il y a aussi une plateforme Lumino Santé qui offre des ressources, etc. Donc, peu importe où on se situe personnellement dans notre cheminement, il y a un paquet d'outils numériques qui peuvent nous guider. Ça nous aide selon nos besoins à ce moment-là. J'imagine, là, puis je rebondis un peu, Chantal, la pandémie nous a placés face à un défi technologique, mais aussi on a vu la capacité que nous avions à développer cette technologie puis à l'utiliser. Donc, on l'utilise beaucoup plus qu'on l'utilisait. J'imagine que ça a dû faire aussi briser certaines barrières que les gens avaient d'utiliser le numérique ou tous ces outils-là. Ça a dû exploser, là. Ça, c'est une vraie réalité. Puis nous, on pense que ça, c'est vraiment là pour rester. Quand on parle de santé mentale, par exemple, on a vraiment découvert une autre façon d'avoir des services, d'augmenter l'accessibilité à travers, comme je disais, la province. Puis aussi, honnêtement, ça sauve beaucoup de temps. On a vu avec notre partenaire Dialogue que quand on fait une rencontre numérique versus une rencontre en personne, on sauve 4,1 heures. C'est l'heure pour se rendre, le temps d'attente, le temps pour revenir. Donc, il y a aussi un aspect d'efficacité. Mais nous, on pense que les deux vont se compléter bien ensemble. Il y a des raisons pour consulter tant en santé mentale qu'en santé physique en personne, puis il y a des raisons de le faire virtuel, mais le virtuel, puis pas juste en santé mentale, on a un paquet de services qui sont maintenant offerts virtuellement. C'est une nouvelle façon de faire, l'adoption est très élevée, ça touche vraiment une bonne partie de la population qui se sent à l'aise, qui le fait de façon très, très simple et qui trouve vraiment des services qui les aident. Merci Marie-Chantal. J'irai maintenant vers Robert, puis tu l'as mentionné, là, il y a une augmentation du nombre de demandes d'invalidité en lien avec la santé mentale. Là, les chiffres sont surprenants, presque épeurants. Là. Selon toi, quel facteur pourrait expliquer cette augmentation-là? Puis, est-ce que la situation était la même avant la pandémie ou ça s'est détérioré, tout ça? C'est une question qui est très intéressante, Sandra, parce que, comme je le disais, avant la pandémie, on voyait déjà une croissance dans l'incidence des invalidités causées par la santé mentale. Puis on est allé fouiller un peu plus loin avec nos sondages, pourquoi les gens tombaient en période de dépression, d'anxiété et de stress. Et il y a 2 ans, ce qu'on voyait, c'était
Premièrement, la situation financière des gens, la précarité financière. Et ça ne s'est pas amélioré, évidemment, là, pendant la COVID. Là. Alors, il y a un paquet de gens qui ont eu à se retirer du marché du travail pour diverses raisons. Alors, la précarité financière, elle a été exacerbée pendant la COVID. La deuxième chose, et ça c'est pré-COVID, c'était la santé physique. Alors, quand on a un problème de santé physique, assez souvent, ça cause un stress, spécialement si c'est difficile d'avoir accès à certains soins. De là l'importance de ce que Marie-Chantal disait. Et finalement, la troisième cause, c'était la relation avec les gens, nos proches, soit au travail, soit à la maison. Et ça, c'est il y a 2 ans. Mais quand on regarde, on fait une accélération, on vient voir là actuellement, qu'est-ce qui cause encore plus de stress et d'anxiété? C'est la fatigue. La fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue de penser, est-ce qu'il va y avoir une prochaine vague? Quand est-ce que les enfants vont être vaccinés? Tout ça, ça crée une fatigue. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est avec moins de relations avec les gens, il y a un isolement qui se crée. Un isolement qui existait toujours parce qu'actuellement, au Canada, il y a 1 personne sur 4 qui vit seule. Mais on décuple ça quand on dit qu'on ne peut pas aller avoir des interactions sociales autour de nous. Alors ça, c'est les facteurs qu'on a vus là, qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà là. Maintenant, en termes d'impact, une manière de regarder l'impact, c'est la prise de médicaments. Et on est assez près de ça. Et il y a 20% plus de prise de médicaments reliés à l'anxiété, la dépression, depuis le début de la COVID. Pour ce qui est de l'invalidité, ce qui est assez intéressant, c'est quand il y a une crise comme la COVID, il y a un délai avant de vraiment voir l'impact sur l'invalidité parce que les gens se sont bâtis une résilience au cours de l'événement et au fur et à mesure qu'on avance dans la résilience, fait un peu place à une fatigue, une langueur. Et c'est là qu'on va voir vraiment l'impact sur l'invalidité. On ne le voit pas encore, on le voit beaucoup plus sur la prise de médicaments. Puis quand on parlait, Robert, tout à l'heure de gestionnaires et d'inquiétude envers les gestionnaires, souvent, c'est les personnes qui vont être affectées un peu plus tard. Ouais. Donc, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour eux? Absolument, absolument. Puis c'est pour ça qu'on parlait aussi d'instaurer ça, d'instaurer une culture d'entreprise. Parce qu'un gestionnaire, ça se reporte à un autre gestionnaire. Hein, dans la hiérarchie de la pyramide, ce gestionnaire-là, à un moment donné, bien, il se rapporte au président, au dirigeant ou à l'exécutif. Alors, c'est pour ça que ce message-là, il faut qu'il soit transmis à tous les échelons de la pyramide et les dirigeants doivent donner l'exemple et rencontrer leurs gens et ouvrir ces conversations-là avec les gestionnaires, des employés. Parce que personne n'est à l'abri. Hein? Et ça, Sandra, là, c'est la chose fondamentale qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri et qu'on veuille le cacher ou pas, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui est à l'abri de cette situation-là. La prochaine question s'adresse à vous deux. Puis je demanderai probablement à Robert de répondre en premier, puis Marie-Chantal par la suite. Le Conference Board du Canada estime que les entreprises devraient avoir une stratégie en matière de santé mentale. Puis là, vous l'avez dit tout à l'heure, là, ça prend ça pour l'avenir. Or, on apprend qu'il y a seulement 30% des employeurs qui se sont dotés d'un plan concret pour aider les employés à faire face aux problèmes croissants de santé mentale. Mais comme employeur, par où il faut commencer? Puis quand on est une petite PME, par où il faut commencer? Il me semble que ça semble tellement gros. C'est ça. Et ça, il y a un mythe à détruire là-dessus. Là. On n'a pas besoin d'être un grand employeur pour mettre une politique en place. Et il y a 3 ans, j'ai fait une tournée des chambres de commerce au Québec et je parlais des programmes de mieux-être. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que dans la petite et moyenne entreprise, c'était pas compliqué de mettre un programme de mieux-être parce qu'à un moment donné, il y a un dirigeant qui se lève et qui dit « moi, j'en mets un en place ». Alors, dans un certain sens, les petites et moyennes entreprises, ils ont un avantage, c'est la rapidité de décision. Et je pense qu'aussitôt que les gens ont pris la mesure du problème, il y a une capacité à réagir très rapidement.
qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on en a parlé. Il y a des outils qui sont très simples, qui sont disponibles en ligne. Il s'agit de les mettre en place. Alors, si vous avez un département de ressources humaines, normalement, ça va tomber dans les fonctions des ressources humaines. Sinon, c'est un dirigeant de l'entreprise. Mais encore une fois, à la base, on ne met pas un programme juste pour cliquer la boîte. Il faut qu'il y ait une volonté affirmée des leaders de faire quelque chose pour protéger leurs employés. Et encore une fois, Sandra, pour revenir au point que tu as fait, et de former les gestionnaires. Ce n'est pas tout simplement de mettre un programme en place. Il faut l'activer, ce programme-là, à travers le changement de culture, mais aussi avec la formation des gestionnaires. Alors, c'est pour ça que c'est important. Mais là, je vais tricher un peu parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans la boîte à questions. Oui, j'allais te la lancer, Robert. Alors, c'est pour les travailleurs autonomes. Et Marie-Chantal, je te préviens, je vais te lancer la balle, ça ne sera pas long. On va la prendre. Alors, les travailleurs autonomes, d'abord, ce sont des dirigeants, mais aussi des exécutants. Alors, la chose, là, c'est prendre soin de soi. Tout comme les dirigeants, il faut prendre soin de soi. Il faut avoir une discipline de s'écouter. Maintenant, ça se peut qu'on ait besoin de ressources. Et là, les ressources numériques dont Marie-Chantal a parlé est une magnifique occasion d'utiliser des plateformes telles que Lumino ou Dialogue pour aller justement chercher des ressources. On dit que c'est difficile de parler. Les travailleurs autonomes, ils n'ont pas de gens à qui parler autour d'eux assez souvent, mais c'est là qu'on peut aller chercher les ressources. Alors là-dessus, Marie-Chantal, je te laisse continuer sur ce point. Oui, c'est super, merci. Juste pour, donc je peux revenir sur 2 points si ça vous convient. Le premier, c'est la question, Sandra, du début. Je pense que, en effet, Robert a parlé de la culture organisationnelle, puis je pense que ça, c'est vraiment très fondamental. Donc, on va parler peut-être tantôt un peu plus de la trousse de santé, puis tout ça, mais la première étape de tout ça, c'est vraiment au niveau de la culture. Puis comme tu disais, il y a des plus pour les PME, puis prendre des décisions rapidement, mais aussi changer ou essayer d'imprégner une culture dans une petite organisation. Je pense qu'il y a une facilité parce qu'il y a une proximité. Tu sais, si on était une équipe de 15 personnes, on peut s'asseoir virtuellement autour d'une table puis parler de santé mentale. Quand on est 10 000 personnes, on le fait, mais on le fait de façon avec des groupes et des groupes et des groupes. Donc, je pense qu'il y a aussi, puis toutes les recherches le montrent, que les gens de l'organisation vont faire ce que le leader ou la leader fait. Donc, si, comme leader, on parle de santé mentale, on parle de nos moments d'anxiété, de nos moments de stress, on parle du fait qu'on s'est absenté parce qu'on avait un trouble de santé mentale versus dire une situation personnelle. Je pense que quand on commence à ouvrir ces portes-là, l'équipe embarque, puis l'équipe le fait aussi. Fait que c'est le début du changement organisationnel. Par rapport aux solutions disponibles, bien, comme on disait, il y a des solutions comme des solutions de télémédecine. Il y a aussi l'outil Lumino Santé qui est disponible à tout le monde, qui est gratuit, qui offre accès à plein de ressources, qui offre accès à plein de liens vers des fournisseurs de services, des articles, de l'information. Il y a des ressources par le gouvernement du Canada, l'Association canadienne de santé mentale, il y a une filiale au Saguenay. Donc, vraiment, il y a des endroits spécifiques à chaque région. Donc, ça aussi. Puis, il y a aussi des choses qu'on peut, puis deux dernières choses. Tantôt, Robert, tu parlais des vendredis tranquilles, de se libérer l'heure du lunch, etc. Souvent, comme leader, on pense que ça, c'est pour l'équipe parce qu'on veut les protéger puis protéger leur santé mentale, mais ça ne s'applique pas pour nous, des fois. Quand on a une équipe, des fois, on se force en se disant, mais il faut que je le fasse pour qu'ils le fassent parce qu'ils vont faire ce que je fais. Mais comme travailleur autonome, par exemple, on pourrait se sentir que, ben, tu sais, j'ai pas le temps. Donc, encore se ramener au fait que ces choses-là sont bonnes pour nous tous et nous toutes et que on va contribuer à un changement culturel dans la société en étant tous et toutes des acteurs de changement, donc en incluant ces choses-là dans nos pratiques de travail. Donc, en se donnant des fenêtres pour réfléchir, des fenêtres pour aller prendre une marche, des fenêtres pour prendre un repas assis en faisant d'autres choses que travailler. Donc, en ajoutant toutes ces choses-là dans nos pratiques, comme travailleur autonome, comme leader, comme président, on est des acteurs de changement pour nous et pour la société.
Marie-Chantal, tu parles d'acteurs de changement, puis on a vu dans les dernières semaines des vedettes. Mhm. Vedettes, des modèles qui ont avoué avoir des problèmes de santé mentale. Donc, on s'imagine aussi que ces déclarations-là vont faire en sorte que ça peut provoquer l'ouverture, du moins on l'espère. Oui, puis on l'a vu justement, parlant de M. Legault, on a vu justement que le gouvernement s'attend à une recrudescence des demandes suite à justement ce qu'on a vu dans la dernière semaine, justement, parce que les gens se sentent, quand ils voient leur modèle, quand ils voient ces personnes-là qu'ils considèrent comme des super-héros, des idoles, qu'ils voient qu'eux ou elles ont aussi des hauts et des bas au niveau de la santé mentale, parce que notre chemin de santé mentale, c'est vraiment un spectrum, puis ça change selon notre environnement interne et externe. Et c'est vrai pour nous tous et nous toutes, incluant le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, incluant Naomi Osaka, incluant Simon Biles. Donc, oui, quand on voit ça, on se rappelle que nous sommes tous et toutes des humains, puis qu'on a des périodes de besoins différents, puis qu'on a des outils, puis qu'il faut aller chercher les ressources quand on a besoin. Robert, tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que, encore une fois, le partage des expériences personnelles des dirigeants, des leaders, je pense que c'est la clé ici pour ouvrir la conversation et continuer la conversation. Oui, puis ça m'amène Robert, tu parlais de l'importance de diriger avec vulnérabilité et compassion. Est-ce qu'on pourrait dire que cette compétence-là est maintenant un prérequis pour tout dirigeant dans l'avenir? Oui, moi, je pense que ça fait partie de ce qu'on recherche des dirigeants, en plus de toutes les autres qualités qu'on peut imaginer, la prise de décision, la vision, tout ça, là, mais moi, je pense que le dirigeant d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un bon communicateur, qui est capable de faire voir sa vision, sa stratégie, mais aussi qui est authentique. Et ça s'applique dans la manière dont il va interagir avec le reste de l'organisation. Alors, c'est-à-dire de bâtir des relations avec ces gens, d'être authentique dans ces relations et de se mettre dans la position des gens avec qui il travaille. Et je pense que quand on a cette attitude-là, on peut régler beaucoup de problèmes de ressources humaines, entre autres les problèmes de santé et santé mentale. Alors, pour moi, un dirigeant qui parle si lui-même, en fait, pas si, quand lui-même il a un problème d'anxiété, c'est tout à fait de stress, et c'est tout à fait normal. Je ne connais pas de dirigeants qui n'ont pas de stress. C'est impossible. Alors, il faut en parler, puis c'est tout à fait normal, et c'est là qu'on commence à travailler sur la solution. Puis Sandra, j'aime beaucoup l'exemple que tu as utilisé sur les sportifs. Alors, on peut imaginer que c'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale a des problèmes de stress. Ça se peut qu'il y en ait un paquet qui en ait des problèmes de stress. Là, hein? Alors, je pense qu'à en parler, je pense qu'il y a une sensibilisation premièrement, mais on va trouver des outils aussi pour gérer ce stress-là. Puis on a parlé d'épuisement dans les statistiques, que tu as mentionné, la fatigue. Il n'y a pas juste les infirmières et le monde de la santé qui sont fatigués parce qu'on les oublie. Souvent, le reste, on parle très, très focusé sur le monde de la santé et c'est bien parce que c'est vrai que c'est épouvantable des fois les horaires de travail, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont affectés. Tout à fait, mais il faut saluer le travail des gens de la santé. Là. Je veux dire, ce sont des gens qui vont au-delà de ce qu'on peut demander normalement. Là. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, comme tu le dis, là. Mais vraiment, là, je pense qu'on est choyé d'avoir des gens comme ça. Moi, j'inviterais les gens que je ne vois pas, mais qui sont au bout du webinaire, de continuer à poser des questions dans le questions et réponses. Là. Ne vous gênez pas, c'est vraiment un privilège que nous avons de passer lors du lunch avec Robert et Marie-Chantal. Donc, on est en famille. Gênez-vous pas pour poser des questions. Moi, j'aimerais ça qu'on se projette dans l'avenir, Robert et Marie-Chantal, en attendant les questions de nos participants.
Quand on regarde tout ça, là, ça peut être un peu effrayant sur l'avenir du marché du travail, l'avenir du travail. Puis, quelle place va occuper la santé mentale? Comment vous voyez ça? Vous, comment vous envisagez ça? Vous êtes un grand assureur, là. On a peur que les primes augmentent. Il y a plein de peurs par rapport à ce qu'on voit. C'est quoi votre vision de l'avenir? Peut-être que je peux commencer, Robert, c'est ça comment? Premièrement, je pense que puis le timing est vraiment bon. Tu sais, on parlait des infirmières, infirmiers. Je pense que les Québécois, Québécoises, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les membres de nos équipes, puis à travers tous les rôles dans nos organisations ont démontré une grande résilience. Moi, je me rappelle encore le 13 mars 2020, c'est un vendredi 13, hein, fait qu'on s'en souvient vraiment toutes et tous ce vendredi-là. Mais honnêtement, on a dit aux équipes à travers la province, hein, je pense dans toutes sortes d'organisations, bon, ben vous travaillez de la maison, on ne sait pas pour combien de temps, il y en a qui ont jamais travaillé de la maison, il y en a que oui, il y en a qui étaient équipés, il y en a qui étaient moins équipés. Puis honnêtement, en quelques jours à peine, tout le monde il le faisait comme s'il l'avait toujours fait. Là. Puis avec des enfants, des chiens, des bébés, toutes sortes d'affaires. Donc, la grande résilience, je pense que c'est quelque chose qu'on a démontré comme Québécois, Québécoises, puis qui montre qu'on est capable de s'adapter aux changements, etc. Ceci étant dit, comme Robert le mentionnait, au niveau de la santé mentale, par exemple, on a vu, nous, puis les données le montraient tout à l'heure, puis juste pour revenir sur un point important, avant le COVID, en 2019, quand on regardait toutes nos invalidités, presque le tiers était dû à la santé mentale, puis la deuxième cause, c'est le cancer à juste 15 de toutes nos invalidités. Fait que ça, c'est avant la COVID. Là, on sait que, puis les données que Robert a montrées, que les Québécois, Québécoises ont été impactés par la COVID au niveau de la santé mentale. Et on sait aussi, parce qu'on a vu dans notre expérience, que quand il y a des crises qui sont arrivées, que ce soit des fois des feux à travers des incidents malheureux, que ça a impacté la santé mentale des gens à travers de longues périodes de temps. Ça, on l'a vu. Fait que quand on met tout ça ensemble, mais c'est sûr que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on doit collectivement porter attention parce que ça va nous impacter. Tu sais, tout le monde dit l'après-COVID, puis après ça, les gens nous ont dit, ben il n'y a pas l'après-COVID, il y a quelque chose d'autre. Ben à ce moment-là, il va falloir continuer à s'occuper de notre santé mentale. Aussi, je pense que on en parle à travers la province, on en parle à travers le pays, la pénurie d'employés. On voit des pancartes là, dans des fenêtres de petits magasins. On est fermé le dimanche maintenant, on n'a pas assez de monde, on doit réduire nos heures. Ben, il y a 1 sur 10 employés qui soit a quitté ou pense quitter son emploi parce que son employeur ne le supporte pas assez en matière de santé mentale. Fait qu'imaginez-vous pour les petites organisations là, qui ont 10, 15 employés puis qu'il y en a 1 ou 2 qui pensent quitter parce qu'il n'est pas supporté au niveau de la santé mentale par son employeur. Robert nous parlait de son fromager de quartier, etc., qui a décidé d'encourager son équipe de leur apporter le soutien physique, mental à travers un plan d'assurance collective. Donc, en plus, on sait qu'on va tous et toutes continuer à avoir un impact au niveau de notre santé mentale, quelque chose à porter attention. On sait qu'on a une pénurie d'employés à travers la province, puis ça ne se terminera pas demain. Puis on sait aussi que c'est quelque chose d'important pour eux et elles au niveau de la rétention et de l'attraction. Et en terminant, je pense qu'on sait toutes et tous que notre main-d'œuvre est de plus en plus diversifiée, ce qui est tout à fait fabuleux. On reconnaît bien entendu les différentes expertises, les différents points de vue, les différentes communautés culturelles. C'est vraiment important que tous et toutes jouent un rôle important à travers toutes les organisations, à travers tous les échelons des organisations. Ceci étant dit, ce qui vient avec ça, c'est bien entendu du support qui est aligné avec des perspectives diversifiées, des backgrounds diversifiés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand on ne se sent pas bien dans son emploi, qu'on a une diversité quelconque et que ce n'est pas quelque chose qui culturellement et de façon organisationnelle est bien fait partie de la culture organisationnelle, bien, on se sent moins bien au niveau de la santé mentale. Donc, tout ça mis ensemble fait que quand on regarde les prochaines années, la focus sur la santé mentale, la diversité, l'équité, l'inclusion, des pénuries de main-d'œuvre, donc un focus plus attentif sur l'attraction et la rétention de talent, fait que c'est évident que la santé mentale pour toutes les organisations doit être une priorité stratégique. Robert,
qu'est-ce que tu... Écoute, il n'y a pas beaucoup à ajouter à ce que Marie-Chantal vient de dire, mais on a, avant de passer au long terme, au moyen terme, il y a quelque chose qui va se passer, ça va être le retour au bureau. Et ça va être un autre changement dans nos habitudes et il va falloir rester près de nos collègues, de nos employés et continuer à communiquer comme on l'a fait. Chez nous, nos taux d'engagement actuellement sont les mêmes qu'avant la pandémie. Et une des clés, c'était l'accompagnement et la communication. Alors ça, il faut continuer ça. Et il y a un mur qui s'en vient, c'est justement le retour au bureau. Moi, je suis très optimiste pour le Québec. Parce que le Québec, on est une province, il y a eu beaucoup d'innovations. Moi, je pense à l'assurance médicaments, par exemple. Je pense aux garderies. Et ce type de service-là qu'on a été capable d'introduire au Québec, j'ai très confiance que quand on va parler de santé mentale, et d'ailleurs, la communication autour de la santé mentale au Québec, on a été une des provinces les plus actives. Alors, j'ai très confiance dans la capacité des employeurs, des organisations à s'ajuster et à bonifier le support qu'ils vont offrir aux employés. Il y a des raisons d'affaires, il y a la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, il y a la productivité de l'organisation, mais il y a aussi le fait que les employés peuvent décider d'aller ailleurs. Alors ça, c'est un contexte qui va faire en sorte que les organisations n'auront pas beaucoup de choix, mais vont devoir bonifier leur support. Et encore une fois, moi, je suis très optimiste sur la capacité des entreprises ici au Québec de le faire. Peut-être juste en terminant, Marie-Chantal, faire un petit retour sur les solutions qui s'offrent à nous lorsqu'on gère une petite entreprise en matière de santé mentale. Parce que à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fière, on a quelques grandes entreprises qui sont membres, mais c'est beaucoup des PME. Alors, c'est quoi les solutions que tu nous proposerais là, avant le mot de la fin? Super, merci, Sandra. Et puis aussi, je vois la question d'Andréane, donc je vais essayer de répondre à ça en même temps parce que je vais parler de la trousse comme une des solutions, donc ça va peut-être répondre aux deux en même temps. Donc oui, en effet, on parlait tout à l'heure d'une trousse de stratégie en santé mentale. Je vais peut-être passer un peu plus de temps là-dessus parce que c'est quelque chose qui pourrait justement intéresser en particulier ceux et celles qui sont dans des peut-être plus petites ou moyennes entreprises. Donc, nous, comme vous savez, on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment prévenir la santé organisationnelle, ce qui fonctionne pas, puis on a acquis à travers les années. On a aussi une équipe d'à peu près une douzaine de personnes qui font justement de la santé organisationnelle à temps plein, qui travaillent avec les entreprises pour identifier les problématiques et trouver des pistes de solutions uniques à chaque entreprise. Donc, on a pris tout le meilleur de tout ça et on en a fait une stratégie qui est disponible en ligne gratuitement. C'est en 5 étapes, mais on peut commencer n'importe où, puis on peut arrêter n'importe où. On doit, dans le fond, prendre ce qui fonctionne pour nous, où sont nos besoins. On parle, par exemple, de socialiser dans l'entreprise, donc tout ce qui est la culture organisationnelle, les données. Qu'est-ce que nos données nous disent par rapport à nos employés, par rapport à leur situation, bien sûr, d'un point de vue anonyme, là, mais au niveau d'un groupe. Quelles sont les priorités qui émergent? Sur quoi on veut se concentrer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Puis ensuite, réévaluer, etc. Il y a 5 vidéos qui sont disponibles dans cette trousse-là. Ça offre des outils comme, par exemple, de la formation pour nos gestionnaires. On parlait tout à l'heure des gestionnaires, puis la pression qui ressentent un peu du haut et du bas des fois, donc leur rôle unique. On parle aussi du langage. Comment parler de santé mentale? Robert disait, c'est important de vraiment avoir les conversations, mais comment on commence ça? Sur le langage, même les mots à utiliser, etc. Donc, tout ça, c'est disponible gratuitement. Puis je sais que Jacinthe a mis le lien, etc. Mais ça, c'est vraiment la première ressource. J'encourage tout le monde à la regarder puis voir ce qui fonctionne pour vous. Je parlais de Lumino-Santé tout à l'heure, bien entendu. Puis il y a des ressources, bien entendu, comme la télémédecine, Lumino-Santé. Puis il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place, les vendredis tranquilles, l'heure du lunch, etc. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place de façon plus facile à moindre coût. Donc, il y a un paquet d'outils, mais la trousse de santé pourrait facilement être quelque chose pour débuter. Alors, j'espère que ça répond à la question d'Andréane qui posait des questions sur la trousse. Donc, disponible, vous l'avez, vous pouvez copier le lien et on va vous faire parvenir de toute façon aussi tous
tous les liens nécessaires pour que vous puissiez garder ça dans vos courriels. Hein, puis peut-être que ce sera dans 2-3 mois que vous aurez besoin, alors ce sera disponible. Nous, à la Chambre de commerce, on a mis les vendredis télétravail. Alors, c'est un retour au travail depuis la fin août, parce qu'on se disait pour redémarrer nos centres-villes, il faut retourner au travail à un moment donné. Donc, comme Chambre de commerce, il fallait donner l'exemple. Donc, on est retourné au travail. Mais on garde le vendredi en télétravail, puis tout le monde est content. On aimerait ça le lundi puis le vendredi, mais là, on est le vendredi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mes chers participants, donc on peut attendre 1 ou 2 minutes pour savoir si vous avez d'autres questions. Sandra, puis je peux peut-être, tu parlais de ce que vous faites, peut-être que moi je peux prendre 30 secondes pour parler d'une chose en attendant qu'il y a peut-être d'autres questions. Nous, on a fait, comme Robert parlait, là, les vendredis, après-midi tranquille, les heures de lunch, etc. Puis justement, comme leader, si je peux juste mentionner un petit exemple, au début, qu'on a mis ça en place, c'était comme pas 100% sous-entendu que c'était aussi pour les leaders. Fait que ce que j'ai vu, c'est que pour l'équipe, on s'est senti bien à l'aise de libérer ça, mais qu'il y avait quelques rencontres qui émergeaient. Donc, moi, j'ai décidé parce que justement, les gens, tu sais, comme tu dis, les gens comme au centre-ville, puis tout ça, les gens font. Donc, moi, j'ai demandé vraiment que ça s'applique aussi pour nous tous et nous toutes. Donc, j'ai pris goût. Donc, depuis ce temps-là, ça me donne une petite pause mentale et physique, prendre un peu de lunch, puis après répondre à quelques courriels, etc. Mais tout ça pour dire que ça a été un effort de se dire, OK, c'est pour nous tous et toutes, là. Puis je le vois que même notre président, Robert, au Québec, Jacques, au Canada, font aussi, ça s'applique à tout le monde à travers l'organisation, puis on ne reçoit pas, à moins qu'il y ait une gigantesque urgence, là, mais on ne reçoit pas d'invitation. Donc ça, c'est juste pour dire comment, comme tu dis, quelque chose qu'on a appris à faire, il a fallu se poser la question, il a fallu dire, attends, c'est pour tout le monde, puis tout le monde le fait. Puis là, maintenant, c'est dans nos pratiques, puis je pense que tout le monde y trouve une petite période pour se ressourcer avant le challenge de l'après-midi. Ce fut une rencontre fabuleuse et très, très, très intéressante. Robert et Marie-Chantal, auriez-vous un petit mot de la fin à nous dire avant que l'on complète le tout? Moi, le seul mot que je dirais, c'est continuons la conversation. Hein. La santé mentale, ça ne se termine. On parle de physio, de cancer, de maladies physiques, de maladies chroniques sans souci. Faisons la même chose par rapport à notre santé mentale. Prenons action. C'est le temps.